Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. À la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 28 octobre, les entreprises de travaux publics tirent la sonnette d'alarme. Certaines d'entre elles seraient contraintes à la fermeture et la crise n'est pas la seule raison à cela. Politique, la course au municipal est définitivement lancée à Toulouse avec des listes qui se précisent et des attaques entre partis. Enfin, à l'approche de la Toussaint, les obsèques mode d'emploi. Mais tout d'abord, une image, un portrait, celui de Daniel Laribe, le lotois et la mention « Libéré ». C'est ce que l'on peut lire sur l'affiche apposée sur la façade de l'hôtel de région depuis ce midi. 1139 jours après plus de 3 ans de calvaire. Thierry Doll, Marc Ferré, Daniel Laribe et Pierre Legrand ont enfin retrouvé la liberté hier. Un heureux dénouement qui met fin à leur détention par les hommes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et au calvaire de leurs proches. Dans le Lot, à quelques centaines de kilomètres de Toulouse, la famille de Daniel Laribe est sur un petit nuage depuis quelques heures. Marie Larpan a réussi à joindre par téléphone la femme de Daniel Laribe, Françoise Laribe, ex-otage, elle aussi, compagne de détention de son mari. Elle est évidemment allée l'accueillir en fin de matinée sur le tarmac de Villacoublay. Et Daniel Laribe en dernier. Depuis 2 ans et demi, Françoise Laribe ne vivait que pour cet instant. Enlevée avec son mari Daniel en septembre 2010, elle est libérée 6 mois plus tard. Daniel lui dit alors qu'il pourra tenir encore 6 mois, 8 tout au plus. Il a tenu 32 mois. Hier, c'est un coup de fil crucial qui a mis fin à l'attente. Écoutez, c'était hier, dans l'après-midi, voilà, je revenais de l'hôpital et puis je me reposais et j'ai eu un appel de la présidence et voilà, notre président de la République, François Hollande, m'a donc dit que les otages étaient de retour. Voilà, c'est un grand moment. On est un petit peu dans la sidération, c'est tellement inattendu, tellement on l'attend depuis toujours et en même temps on l'attend pas parce qu'on n'a pas envie d'être déçu. Donc, mais là voilà, c'était sûr, parce que je reconnais tout de suite la voix de M. Hollande, donc il n'y avait aucun doute. Aucun doute. Rapidement, Françoise Laribe a pu parler à son mari par téléphone. Oui, nous avons tous eu notre approche au téléphone, oui. Comment vous l'avez senti en forme, heureux? Comment vous l'avez senti? On reprenait une conversation. Depuis sa propre libération, Françoise Laribe n'a pas ménagé ses efforts pour réclamer la libération de son époux, mais l'attente a été longue. Ça a été très long et qu'on remercie les acteurs de cette libération. Je pense que tout le monde a fait ce qu'il fallait pour qu'il soit libéré aujourd'hui. Voilà, même si ça a été très long, pour nous, ce que l'on voit maintenant, c'est qu'ils sont là et qu'on les attend. Daniel Laribe, tout comme ses anciens compagnons d'infortune, doit maintenant subir une batterie d'examens médicaux et d'entretiens avant de reprendre le cours de sa vie. Voilà, c'était Françoise Laribe, jointe ce matin sur son téléphone portable dans la voiture qui l'emmenait vers l'aéroport de Villacoublay. Et n'oublions pas évidemment les 7 autres otages français, toujours retenus captifs dans le monde, dont 4 en Syrie, 2 dans la région du Sahel et 1 au Nigeria. Dans le reste de l'actualité toulousaine, le cri d'alerte lancé par les entreprises indépendantes de travaux publics de Haute-Garonne, une quarantaine d'entre elles auraient cessé leur activité à cause de la crise. Et oui, les commandes publiques sont-elles suffisantes? Y a-t-il un monopole des grands groupes de travaux publics? Quel est l'enjeu en termes d'emploi pour ce secteur qui est le 2e employeur de Midi-Pyrénées? C'est le grand format de cette édition avec Raphaël Baudouin et Alain Sorat qui ont rencontré Jean-Marc Castillon, le vice-président du syndicat des travaux publics de Haute-Garonne. Le secteur des travaux publics va mal aujourd'hui, pourquoi ? Oui, le secteur va très mal. Nous avons lancé un cri d'alerte en 2010 suite à la crise financière de 2008 qui nous a impactés. Aujourd'hui, c'est un véritable cri de détresse que l'on lance. Nos entreprises locales et indépendantes ont des carnets de commandes très peu fournis. Pour 50% d'entre elles, c'est moins de 3 mois de travaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la majorité de nos entreprises, nos PME locales, n'ont pas de travail pour la rentrée après Noël en janvier. Mais alors du coup, j'imagine que ça a un impact en termes d'emploi. Oui, tout à fait. Nous avons perdu dans l'année 1800 emplois et nous perdons en moyenne cette année une entreprise par semaine en moyenne, puisqu'on est à peu près à 40 entreprises perdues depuis le début de l'année. Le problème, où est-il? Est-ce que c'est un manque de commandes publiques?
Alors évidemment, nous entendons parler de difficultés au niveau des budgets, de l'endettement. Donc effectivement, les travaux ont ralenti. Donc nous avons moins de travaux, moins de commandes publiques et nous avons également un problème d'accessibilité à ces travaux. On a le sentiment aujourd'hui que la commande publique essaye de grouper les appels d'offres et du coup on a beaucoup de difficultés à accéder à ces appels d'offres. Et du coup c'est la concurrence des grands groupes nationaux qui vous font tort ? Non, on n'est pas en guerre contre les entreprises nationales, ce n'est pas du tout le propos. Hein. Nous, on est en train de dire que nous représentons un tissu local d'entreprises sur la Haute-Garonne et que nous avons aussi notre place qu'on veut défendre. Des travaux, il en faut pour tout le monde, mais il faut pas avoir un petit peu la même accessibilité à ces travaux. Donc la solution et le message que l'on veut faire passer, c'est l'allotissement, c'est-à-dire quand vous avez un chantier d'une certaine grosseur, l'allotir, soit en fonction du type de travail, les terrassements, un lot terrassement, un lot voirie, un lot assainissement, etc., soit par zone géographique. Si ce sont des travaux, par exemple, d'entretien que l'on a sur plusieurs années, essayez de le faire par zone géographique plus petite. Mais alors du coup, est-ce que le fait de vous regrouper, un regroupement d'entreprises, est-ce que ça peut être la solution ? C'est une des solutions, bien sûr, et on le fait déjà. Mais on ne peut pas le faire systématiquement puisqu'on perdrait un petit peu aussi de notre raison d'être. Nous sommes des entreprises donc locales et indépendantes, ça nous donne des atouts de proximité. Ce sont des entreprises bien souvent familiales, transmises de génération en génération, donc on connaît très bien la typologie des lieux. Nous sommes responsables de nos travaux, c'est vraiment une garantie non seulement professionnelle mais une garantie personnelle. Ces travaux, on peut pas se rater, c'est vraiment une assurance vie. Donc il faut tout donner dans la qualité des travaux. Et alors du coup, est-ce que c'est aussi un problème de prix qui baisse ? Alors c'est sûr que dès lors que vous avez une commande un peu moins appuyée, vous avez bien évidemment des prix qui descendent, oui. Alors après, nous avons la fédération emploie aujourd'hui le mieux disant et non pas le moins disant, donc ça a tendance un petit peu à limiter cet effet, mais c'est vrai que moins il y a du travail et plus les prix sont tirés, et c'est vrai qu'on voit nos prix baisser. Et un secteur qui ne connaît pas la crise, Sophie, c'est l'aéronautique, bien sûr. L'aéronautique, en effet. Et Airbus, une fois de plus, peut se frotter les mains. Son best-seller, autrement dit l'A320, vient de passer la barre des 10 000 appareils commandés, et c'est cette année. C'est grâce à la compagnie américaine JetBlue et sa commande de 35 appareils que cette barre symbolique des 10 000 A320 vendus est atteinte aujourd'hui. Lancé en 1984, l'A320 est sans conteste le best-seller d'Airbus. Un succès expliqué chez l'avionneur par le fait que l'A320, depuis 30 ans, n'a pas cessé de se moderniser. Récemment, les fameuses Sharklets, les extrémités des ailes, conçues dorénavant dans l'optique d'une réduction de consommation de carburant. La gamme A320 Neo, qui sera mise en service en 2015, devrait encore permettre à Airbus de devancer son rival Boeing, avec à ce jour déjà 2400 commandes enregistrées. L'appareil sera d'ailleurs assemblé aussi sur le sol américain en 2015 à Mobile, en Alabama. JetBlue recevra ainsi des appareils Made in America dès 2016. Et au chapitre social, nous vous en parlions hier, les salariés de Sapimage, filière d'Estrium, s'étaient mobilisés devant leur entreprise à Ramonville pour dénoncer un projet de plan social. Ce dernier devrait se traduire par le licenciement de 19 personnes à Toulouse sur les 300 que compte le site. Les syndicats, de leur côté, mettent en avant des carnets de commandes qui se remplissent et des perspectives économiques réjouissantes. Oui, Jean-Marc, ils se sont réunis en comité d'entreprise aujourd'hui pour clôturer cette phase d'information et de consultation du plan social. Rien de nouveau, malheureusement, n'est sorti de cette réunion, si ce n'est des indemnités de licenciement qui devraient passer à 6 mois de salaire, ce que les syndicats jugent simplement catastrophique. Des syndicats très en colère. Ce qu'ils dénoncent surtout aujourd'hui, ce sont des conditions de départ proposées et des mesures d'accompagnement qui ne sont pas suffisantes selon eux. Nouvelle réunion demain, nous vous tiendrons bien évidemment informés sur ce sujet.
Et en bref, Sophie, tout est bien qui finit mal. Mariés en juin au Capitole, 2 hommes ont rompu leur union lundi à Toulouse. Il s'agit donc du premier divorce entre personnes du même sexe dans la ville rose. À Toulouse, à ce jour, 67 mariages homosexuels ont été célébrés depuis le vote de la loi Taubira, dite du mariage pour tous. Des unions qui se célèbrent donc aujourd'hui, mais aussi des désunions, malheureusement, qui peuvent se célébrer, comme quoi homosexuels et hétérosexuels vivent la même vie. Nous sommes loin des manifs ici et des contre-manifs. On le savait, Jean-Marc. Nous en parlions sur TLT, le projet de méga centre commercial toulousain. Val Tolosa, anciennement porte de Gascogne, est un sujet de discorde. Le collectif Non à Val Tolosa organise samedi 9 novembre une marche à destination de la préfecture de Toulouse et au départ du plateau de la Minude pour demander simplement l'abandon de ce grand projet qu'il juge inutile. Le député européen Europe Écologie Les Verts, José Bové, sera sans doute dans le cortège. Il était à Toulouse la semaine dernière pour rencontrer les élus verts de la ville dans un magasin créé par des producteurs et qui met en avant le principe de circuit court dans l'agriculture. Nous lui avons demandé son sentiment sur ce projet. Val Tolosa, on l'écoute. Le tribunal administratif doit rendre normalement sa décision à la fin du mois de novembre concernant le projet Val Tolosa, donc qui est, je le rappelle, une implantation de grande surface à Plaisance-du-Touche. Vous avez qualifié ce projet d'inutile. Quelle est votre position à ce sujet ? Écoutez, moi je reste toujours sur la même analyse. Ce projet est inutile. D'ailleurs, à part le maire, il n'a pas vraiment beaucoup de soutien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on s'honorerait à arrêter ce projet. Il y a assez d'espaces commerciaux aujourd'hui. C'est ringard de vouloir rajouter un autre projet de ce type-là. C'est complètement à l'encontre de tout ce qui est en train de se faire. On voit toutes les grandes enseignes en train de changer leur stratégie. Pourquoi rajouter une grande surface à cet endroit-là, alors qu'on n'a pas besoin, alors que ces quartiers auraient besoin d'un poumon vert aussi. Et moi, j'espère qu'avec les actions au tribunal et peut-être aussi sur le terrain, on arrivera à empêcher ce projet. On ouvre une page politique, Jean-Marc. Et oui, l'UMP Jean-Luc Moudin qui annonce de semaine en semaine de nouveaux colistiers pour les municipales 2014. Dernièrement, il a réuni autour de lui des membres du Mouvement pour la France de Philippe Devilliers et de Debout la République de Nicolas Dupont-Aignan. La gauche toulousaine s'est émue de ce virage vers, je cite, la droite extrême par le biais de Twitter et d'une tribune de l'élu municipal PS Henri Mathéos qui dénonce, je cite, une inquiétante dérive vers la droite de la droite. Nous écoutons la réponse de Jean-Luc Moudin. Mon idée, c'est de proposer aux Toulousains un rassemblement municipal. C'est-à-dire qu'il y a des clivages politiques au niveau national, mais on essaie de les dépasser au niveau local pour proposer aux Toulousains un projet toulousain et avant tout être sur des critères toulousains. Et effectivement, ça permet à des familles de penser plus à droite, d'autres plus au centre, et puis des gens qui sont de la société civile, c'est-à-dire qui n'appartiennent à aucune famille politique, de se retrouver dans une démarche et de préparer une alternance pour Toulouse. Un peu plus à droite, mais jamais à l'extrême droite. Non, nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates et nous ne sommes pas des extrémistes. Pas du tout. Nous sommes des gens responsables. Nous avons eu l'honneur de gérer la ville de Toulouse. Les Toulousains savent notre sens des responsabilités et donc, à travers la diversité des sensibilités, il y a quand même cet esprit de responsabilité et ce cadre républicain auquel nous tenons passionnément. Politique et faits divers à présent. Il y a eu tentative d'effraction. Ce sont les propos de Jean-Christophe Célin après l'attaque dans la nuit de dimanche à lundi du local du parti de gauche et de la gauche anticapitaliste situé rue Compense à Toulouse, Jean-Marc. Et oui, une attaque dont les auteurs se seraient eux-mêmes formellement désignés puisque des autocollants du clan, le comité de liaison et d'aide aux nationalistes, considéré comme un groupuscule d'extrême droite, ont été apposés sur la vitrine du local. La guerre serait-elle déclarée, Christelle Dao. C'est avec des barres de fer que le local du parti de gauche 31 a été attaqué. Les premiers éléments de l'enquête détermineront si oui ou non le clan est responsable de ces dégradations. Pour le parti de gauche, le clan aurait dû être dissous depuis longtemps. Dans la mesure où notre local a été attaqué, que la porte a été forcée et qu'en même temps il y a des signatures, on peut penser qu'à charge, c'est ce collectif d'extrême droite qui est responsable de cette agression. Indirectement, le Front National et Marine Le Pen sont responsables des agissements de ces groupes qui font régulièrement le service d'ordre de ces manifestations. Il y a de multiples dossiers de presse, photos à plusieurs dizaines ou centaines d'exemplaires qui attestent les liens entre ces organisations-là
et le Front National de Marine Le Pen. Et encore une fois, il y a deux visages. Il y a le visage de la dédiabolisation médiatique, et il y a le visage de la réalité, ceux des nervis qui portent la haine et la violence. Le Front National récuse pour sa part tout lien avec ces organisations extrémistes, comme le souligne leur tête de liste, Serge Larose. Le Front National a toujours condamné les agressions, les violences, qu'elles soient contre les personnes, contre des associations, contre des partis politiques. J'ai lu dans la presse d'aujourd'hui que les partis de gauche font un amalgame, comme d'habitude, entre le Front National, l'extrême droite, l'œuvre française, tel ou tel groupuscule nationaliste. Nous n'avons bien entendu rien à voir avec ces organisations ou avec ces gens-là. Et d'ailleurs, nous exigeons de tous nos militants, de tous ceux qui sont porteurs d'une carte Front National, qu'ils n'appartiennent à aucun autre groupe, aucune autre association politique. Le parti de gauche a porté plainte contre X. Affaire à suivre. Le 1er novembre, rassurez-moi, vous ne travaillez pas, Jean-Marc? Non, je me repose, mais pas de façon éternelle. Le 1er novembre, c'est la Toussaint, on le sait tous. Savez-vous qui se vend chaque année à cette occasion quelques 21 millions de pots de chrysanthèmes, un marché qui ne connaît pas la crise, comme celui d'ailleurs des funérailles. Oui, en même temps, si la tradition qui est de fleurir la tombe de ses proches reste encore bien ancrée pour les Toulousains et en toute la France, le crématorium de Cornebarieux ne désemplit pas les obsèques mode d'emploi. Fanny Madamour. Se souvenir. À l'approche de la fête religieuse de Toussaint, les allées des cimetières de la région ne désemplissent pas. Pourtant, lors d'un décès d'un proche, l'entourage n'est parfois pas au courant des démarches administratives à effectuer. Première des choses, c'est de faire une déclaration de décès auprès de la mairie où a eu lieu le décès. Donc l'inhumation, c'est le fait d'inhumer une personne dans un caveau de famille ou en terre ou dans une tombe, dans une parcelle achetée à la commune. Les délais sont maximum de 6 jours. Sauf dérogation de la préfecture dans certains cas particuliers. Autre alternative à l'inhumation, la crémation est de plus en plus plébiscitée par les familles. La crémation, au lieu de faire une inhumation, si vous voulez, de la personne, on va donc au crématorium. Pour une incinération, il faut obligatoirement un cercueil. Les cendres sont récupérées par la famille ou les pompes funèbres. Il est interdit par la loi de conserver une urne chez soi. Mais en revanche, elles peuvent être placées dans un caveau, un columbarium, ou bien elles peuvent être dispersées. On peut les disperser en pleine nature. Il y a juste une déclaration à faire dans la mairie du lieu de naissance de la personne. C'est la seule chose qu'il y a à faire et c'est la seule chose qui est autorisée aujourd'hui comme dispersion. En général, les obsèques sont réglées par la famille, mais cela peut être également une banque ou une assurance que le défunt a contractée. Les gens font très attention au prix, regardent, demandent des devis, font de plus en plus de devis même chez les pompes funèbres. Voilà, on sent vraiment qu'il y a la crise qui est là et les gens regardent de toute façon comme ils regarderaient pour un autre produit, quoi. Peut partir d'une crémation, par exemple, classique, qui va être aux alentours de 1700, 1800 euros, vraiment dans des cas simples, qui peuvent monter jusqu'à 4000 euros, 4500 euros, mais ça va dépendre vraiment de la prestation que demandent les gens. Mourir à un prix. Pour répondre à une demande croissante, l'entreprise de Patrick Dizer a pour projet d'ouvrir un magasin low cost courant 2014. Sans transition pour les amateurs de musique en live, le groupe Gentleman, vous connaissez Jean-Marc? C'est du rap. Oui, vous êtes amateur de rap, du reggae en fait, du reggae rap. Et sur la scène du Bikini ce soir, Gentleman, eh bien c'est le maître incontesté de la scène reggae européenne du moment. Il est en tout cas le premier artiste européen à avoir gagné le respect des artistes jamaïcains. Et ça n'est pas rien. Le 6e opus du chanteur d'origine allemand New Day Dawn est sorti en avril dernier. Il confirme là le statut d'un artiste majeur de la scène reggae internationale. Fruit d'une collaboration avec les meilleurs producteurs du moment. L'album mélange les racines du reggae, du dancehall et les influences hip-hop. La relève du reggae ne serait donc pas forcément jamaïcaine. Eh bien, on écoute en tout cas un extrait du titre You Remember. Voilà, grosse ambiance en perspective ce soir au Bikini à 20h30 et puis sujet complet puisqu'on a rencontré l'artiste cet après-midi. Il est très élégant. Hein. Il est très élégant. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Demain, un duo très glamour, Marie Larpan et Raphaël Bauduin à cette même place en direct à 19h. Excellente soirée sur TLT.